Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Des experts russes ont estimé que l'Algérie était un pays pivot et stratégique en Afrique en termes de médiation pour le règlement des crises dans le continent, notamment dans la région du Sahel. Les experts se sont exprimés lors d'une table ronde sous le thème problématique de la sécurité internationale en Afrique du Nord, organisée par l'Institut national d'études de la stratégie globale, INSEG, à l'occasion de la visite d'une délégation du centre russe Primakov de coopération internationale en Algérie. Rappelons que le directeur général de l'Institut national des études de stratégie globale, c'est l'ancien général Abdelaziz Mjahid. À cette occasion, l'expert des relations extérieures du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au centre Primakov, Nikolai Sergov, a affirmé que la Russie, dans le cadre des mutations internationales actuelles, aspire à un système international multipolaire basé sur le principe d'égalité et de justice, en impliquant le monde arabe, en particulier les pays d'Afrique du Nord qui disposent de nombreuses ressources humaines et matérielles, ce qui en fait un partenaire clé pour le développement. M. Sergov a souligné que l'Algérie, en tant que pays central et stratégique en Afrique, peut jouer un rôle primordial dans la région, notamment au Sahel, en tant que médiateur pour trouver des solutions et résoudre les crises. L'expert estime que la Russie et l'Algérie disposent de nombreuses potentialités et qualifications pour renforcer la coopération et le partenariat stratégique dans plusieurs domaines, tels que l'économie, le commerce, la politique et l'éducation. Ajoutant que l'Algérie est une compréhension réaliste des événements et pourrait constituer une bonne plateforme de coopération et de partenariat. En outre, elle joue un rôle clé sur le marché international, étant un partenaire très important de nombreuses formes de coopération économique et énergétique. Rappelons-nous, la visite de Tebboune en Russie a consacré l'échec le plus cuisant de la diplomatie algérienne suite au refus des BRICS d'accueillir l'Algérie en son sein. Faut-il rappeler la phrase assassine de Lavrov après le sommet des BRICS, où il a dit en substance et a expliqué que le poids, l'autorité et la position d'un pays candidat sur la scène internationale ont été les principaux facteurs pris en considération. Il est essentiel que nous agrandissions à nos rangs avec ceux qui partagent notre vision commune, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères. L'élargissement des BRICS s'est fait en fonction de ces critères. Cette déclaration de Lavrov a montré toutes les limites et la fébrilité de notre diplomatie et surtout nous relègue à une position marginale sur l'échiquier loco-régional et plus largement dans l'espace méditerranéen. L'Algérie, par sa position géographique et son histoire, aurait pu jouer un rôle stabilisateur dans la région nord-africaine et plus largement dans l'espace du Sahel, au lieu d'assainir l'environnement immédiat à tous nos voisins qui aurait permis à notre pays de jouer son rôle plein et entier en tant que pays porteur de paix, le choix d'une autre stratégie, à savoir prendre part à la crise mondiale qui s'annonce entre les USA d'un côté, l'Europe et l'OTAN, et la volonté de la Chine et de Moscou, avec ses alliés, de créer un front anti-occidental qui risque à terme de nous nuire autant qu'État. Il est par ailleurs pour le moins curieux que l'Algérie, qui est en crise profonde, avec le Maroc, la France, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, puisse se présenter comme un pays qui est écouté et respecté par tout le monde. Et de finir avec la citation de Tebboune, rien ne peut se faire dans le monde sans l'Algérie. L'Algérie, pays pivot et stratégique, nous débattrons de cette question juste après cette petite intro.
APS, l'Algérie, pays pivot et stratégique, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Nazim Taleb, membre du secrétariat de la Chaîne. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation, Nasser, et je salue tous vos téléspectateurs et vos invités également. Barakallahu fik. Marhaba bik, Nazim Taleb. On a aussi le plaisir d'accueillir Jamal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Jamal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation et le bonjour à vos invités et à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup, Jamal Ghessoum. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission M. Ramadan Hamlat, analyste politique, colonel à la retraite aussi. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. D'après l'APS, mais aussi plusieurs relais médiatiques algériens, vous avez, je pense, fait attention un peu à mon introduction. Donc, cette personnalité russe qui a déclaré que l'Algérie est un pays pivot et stratégique. Ça a été repris par l'APS, mais aussi d'autres médias algériens. Première réaction, Nazim Taleb? Bon, en tout cas, les faits sont tout à fait contraires aux déclarations russes. Il faut voir quand même au niveau du Sahel une importante présence des Émirats arabes unis, bien sûr, qui ont une stratégie qu'on connaît bien, je dirais sioniste, c'est-à-dire diviser, appauvrir toute la région. Il n'y a pas que le Sahel, mais ils ont un objectif clair tout à fait de diviser le monde arabe, de le rendre le plus affaibli possible pour pouvoir effectivement s'accaparer les ressources. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a un pays qui tremble, un pays qui est sujet au chaos, c'est les Émirats qui en profitent. On a vu les saisies de lingots d'or dans différents pays qui ont connu des coups d'État où l'État n'est pratiquement pas présent et qui sont en direction des Émirats arabes unis. Donc dire que l'Algérie est un pays pivot, ça reste de la politique. Encore une fois, la Russie a montré clairement son dédain pour l'Algérie quand ils ont refusé de l'accueillir au sein du BRICS. Alors imaginez l'Algérie avec 2 millions de kilomètres carrés, avec toute l'importance qu'elle devrait avoir géostratégiquement parlant, ne pas être acceptée au BRICS, et on accepte l'Éthiopie et les Émirats arabes unis qui ne constituent même pas une wilaya des wilayas d'Algérie, pour ne pas dire un quartier. Donc encore une fois, ceci est tout simplement un décalage entre les déclarations politiques, comme il peut en avoir beaucoup. Rappelez-vous de la France, le rôle stratégique de l'Algérie. L'Algérie, elle a tout simplement ouvert le ciel aux avions français pour bombarder le Mali. L'Algérie, elle a permis à Wenger en 2021 d'aller en Mali. Aujourd'hui, on a un gros problème de la présence de cette milice-là. Et maintenant, encore une fois, d'autres milices vont venir, notamment turques, parce qu'ils ont ramené... Nazim Taleb? Allô? On vous entend pas, Nazim Taleb. Hein? On vous a perdu un petit moment. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Vous m'entendez? Oui, très bien. Là, on vous entend. Ouais, excusez-moi. Donc aujourd'hui, cette région, elle est sujet à plusieurs influences américaines, chinoises, même non turques. Je lisais récemment que les Turcs, ils ont ramené des miliciens syriens dans leur dernière visite au Mali. Donc encore une fois, ça prouve l'absence totale de l'Algérie. Alors que l'Algérie, si elle était bien gouvernée, normalement toute cette sphère
qui est la profondeur stratégique de l'Algérie, elle aurait dû être, peut-être pas sous l'influence algérienne, mais l'Algérie aurait pu jouer un rôle fédérateur d'union, de consolidation, de suppression des frontières pour une puissance économique régionale non contestable, vu effectivement la présence de ressources qui sont importantes, aussi humaines que matérielles et naturelles. Absolument, très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Je vais revenir vers vous, mais on va donner la parole à Djemal Ghessoum. Djemal Ghessoum, donc vous avez entendu l'analyse de Nazim Taleb, mais aussi les déclarations de cette personnalité russe. Il s'agit bien sûr de ce centre Primakov. Donc il y avait une réunion avec l'Institut national d'études de stratégie globale, qui est algérien, à l'occasion de la visite d'une délégation du centre russe Primakov de coopération internationale en Algérie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations qui ont été reprises par les médias algériens, dont à sa tête donc l'APS. Mais avant de vous donner la parole, Djemal Ghessoum, on va écouter les déclarations de Al-Majid Tebboune concernant la diplomatie algérienne. كل الجهود اللي تبدلت دبلوماسيا، وانا ما عندي ما نخفي عليكم، انتم ادرى مني ربما بالوضع، ولان الدبلوماسيه نتاعنا كانت في الحضيض، ولا واحد معترف بينا ولا واحد سامع بينا. ليبيا تحرق في حدودنا منذ 11 سنه، نديروا روحنا ما شفناش. الساحل كيف إلى آخره. إذن اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما نسكتش، واللي يسالنا يجي يخلص. Djemal Ghessoum, aujourd'hui on a repris notre parole, la situation est différente, on était absent pendant des années, a rappelé Al-Majid Tebboune, et il a rappelé donc ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Sahel. La question qui se pose, c'est que les choses, on peut dire, ceux qui constatent, les observateurs de la situation sécuritaire, mais aussi diplomatique, les choses ne vont pas bien sous Al-Majid Tebboune. Alors, vous savez, j'ai 5 observations, 4 qui concernent votre propos liminaire lors du début de l'émission et une observation par rapport à ce qu'a dit M. Nazim Taleb. Tout d'abord, je pense qu'il faudrait bien distinguer de ce qui est dit et de ce qui est déclaré. Le chef de la délégation russe, lorsqu'il a parlé de l'Algérie, il a dit l'Algérie peut jouer un rôle de pivot. C'est ce qui a été repris par l'APS. Est-ce que la Russie a dit que l'Algérie était capable de jouer un rôle? Non, elle dit elle peut jouer un rôle. Évidemment qu'elle peut jouer un rôle si on part à partir des ressources algériennes, tant militaire que sur la question de l'information, du renseignement, sur la question aussi de son application dans le sud de l'Algérie. Oui, effectivement, elle peut jouer un rôle et elle en a tout à fait les capacités. Maintenant, est-ce qu'elle peut jouer ce rôle dans la situation actuelle? Si on s'en tient uniquement à la question militaire, pas diplomatique, militaire, elle peut jouer un rôle. Mais en ce qui concerne jouer un rôle de médiateur, parce que Sina, ça vous avez évoqué aussi la question que l'Algérie pourrait, et c'est ce que j'ai noté, médiateur. Non, elle ne peut pas être médiateur dans un conflit qui la concerne directement et particulièrement sur la question du Mali et du Niger, puisqu'il y a des frontières. On ne peut pas être médiateur dans une situation de conflit qui concerne directement la sécurité de l'Algérie. Donc, elle peut jouer un rôle pivot, comme l'a déclaré le chef de la délégation russe. Elle doit s'impliquer plus sur la question militaire pour protéger nos frontières, mais jouer le rôle de médiateur, d'autant plus que ce qu'a fait l'Algérie en matière de diplomatie, en recevant un peu l'équivalent du MAC, et c'est ce qu'avait déclaré le Premier ministre malien, lui retire cette capacité aujourd'hui d'être médiateur. Vous avez parlé aussi, sinon, des BRICS, et ce que vous avez dit n'est pas conforme à la réalité. Vous avez dit que la Russie, en finalité, a refusé l'adhésion de l'Algérie au BRICS, ce qui n'est pas le cas. Il y a... Non, je n'ai pas dit la Russie, Djemal Ghessoum. J'ai juste cité les déclarations de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui avait rappelé donc les critères de l'acceptation
donc de joindre, si on peut dire, de rejoindre le groupe des BRICS. Oui, mais vous avez mis en évidence et sur le même échiquier cette déclaration qui voudrait dire indirectement que la Russie aurait refusé. C'est ce que les gens peuvent comprendre. Et donc, je tente de rectifier en disant qu'il y avait 5 membres des BRICS, que ça a été une décision collégiale. On ne sait pas qui, même si on peut imaginer. Mais Jamel Ghassoum, comment peut-on lire les déclarations? Je vais vous rendre la parole. Mais quand on lit les déclarations, et on se rappelle très bien des déclarations de Lavrov, quand il a parlé et expliqué les facteurs qui ont considéré donc le groupe de BRICS, la Russie fait partie de ce groupe, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, le Brésil. Et ils ont parlé, ils ont dit, donc le ministre des Affaires étrangères russe a dit que le poids, l'autorité et la position d'un pays candidat sur la scène internationale ont été les principaux facteurs pris en considération. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Vous savez, il y a des choses que j'ai parfois du mal à comprendre parce que je ne suis pas censé tout comprendre, mais j'estime objectivement, maintenant c'est du passé, mais il y aura une réunion en Russie au mois d'août. Mais j'ai du mal à comprendre ces critères puisque l'ensemble de ces critères sont remplis par l'Algérie. Si on prend en compte, comme le disait M. Nazid Taleb, avec lequel je ne serais d'accord en rien, sauf peut-être sur ça, que comment accepter les Émirats qui ne font même pas une wilaya, c'est vrai, avec un poids, je dirais, politique, en tout cas géostratégique et politique, beaucoup moins important que l'Algérie, qui fait le lien entre l'Afrique et l'Europe. J'ai du mal à comprendre, effectivement, je dois le dire, quels ont été les critères objectifs des BRICS pour décider de ne pas retenir l'Algérie, mais retenir effectivement l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. J'ai du mal à comprendre y a-t-il d'autres intérêts en jeu? Et c'est cette question qui se posent les Algériens. Jamel Ghassoum, comment un pays, vous êtes en train de parler des petits pays, mais quand on voit le rôle que joue maintenant par exemple le Qatar, ou les Émirats arabes unis, c'est des petits pays, mais ils sont influents sur la scène internationale. Nous sommes, en termes de superficie, c'est le premier pays africain, Rabbi Barak, mais notre influence, elle est quasiment inexistante, si on peut dire, même dans la région, notre région. Juste, il y a une semaine de ça, vous étiez, je pense, mon invité, on a parlé de la situation avec le Mali qui s'est retiré des accords d'Alger de 2015, le torchon brûle non seulement avec le Mali, mais aussi avec le Niger. Donc, on est en crise avec presque tout le monde, Jamel Ghassoum. Personne ne respecte l'Algérie. Vous dites effectivement que ce sont des pays, ou en tout cas ce sont des contrées, comme on dirait, que ce soit le Qatar ou les Émirats arabes unis, qui ont effectivement une influence, mais une influence absolument néfaste sur toute la région MENA, dans le Sahel. Donc, s'il s'agit de faire le poids entre une influence absolument néfaste de ces Émirats, au sens large du terme, et le Qatar avec, si c'est pour avoir ce type d'influence néfaste, eh bien je préfère en tout cas que l'Algérie n'ait pas cette influence néfaste, qu'elle ne n'ait pas du tout que déclarer et faire des guerres ailleurs. Donc s'il s'agit d'une question d'influence, si les BRICS, c'est pas simplement la Russie, a décidé d'intégrer les Émirats dans les BRICS pour une question d'influence néfaste, eh bien je suis fier et heureux dans ces cas-là, que si c'est ça le critère, que l'Algérie n'ait pas été retenue. Je continue mon propos sur la question d'assainir ces relations. C'est ce que vous avez dit dans vos propos liminaires, d'assainir ces relations et qu'il y a une certaine défiance entre le Maroc, la France, les Émirats arabes unis, et vous avez cité l'Arabie saoudite. La France est je dirais entre parenthèses, adou taqlidi. C'est un ennemi, je dirais pas direct, mais nous avons une histoire. En ce qui concerne le Maroc... Mais est-ce que c'est normal, Jamel Ghassoum, on parle presque 62 ans après, cette année on fêtera 62 ans après l'indépendance de l'Algérie, on est toujours dans cette logique de adou taqlidi, ennemi traditionnel, malgré qu'il y a des différences. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de faire la diplomatie quand on voit qu'il y a 1 heure d'Alger à Marseille? Est-ce que c'est pas dans notre intérêt d'assainir cette relation, d'avoir de bonnes relations dans ce bassin méditerranéen, et que la priorité, elle est d'abord avec l'Europe? Quand Attaf nous dit que le BRICS, il va passer,
C'est nos orientations maintenant, ils sont dans l'Asie centrale, l'Asie Est, avec Shanghai, alors que rien ne nous lie avec ce continent, avec ces pays. Il n'y a pas d'échange de commerce, il n'y a rien du tout. On a des échanges de commerce avec l'Europe, avec l'Afrique, on y importe vers l'Afrique. Je vais vous répondre, Sylvain. Vous savez, un mariage d'amour, ça se fait à deux. Hein, on est deux à se marier. Et souvenez-vous, il y a de cela plus de 20 ans, lorsque le traité franco-algérien allait être signé, exactement une semaine avant, les parlementaires français avaient fait voter une loi, je crois que c'était sous Jacques Chirac, qui vantait les mérites de la colonisation française en Algérie. L'absence de la signature de ce traité d'amitié était venue de la France. Aujourd'hui, nous en sommes exactement au même point, aussi bien que sur la question de la remise en question de l'accord de 1968, mais plus encore, l'ensemble des parlementaires et politiques français ont une défiance et une méfiance de l'Algérie, non pas née de l'Algérie, mais parce qu'il y a des questions existentielles qui subsistent et qui ne sont pas réglées. Et il peut s'agir de la question des essais nucléaires dans le Sahara algérien, il peut s'agir aussi du retour de choses importantes pour l'Algérie, comme le crâne de nos résistants, Baba Marzouk qui est à Brest, et donc il y a plusieurs questions. Et je vous dis, très bien. On peut très bien, un mariage d'amour se fait à deux, on ne marie pas quelqu'un de force, et si ça n'a pas avancé sur la question française, c'est parce qu'à chaque fois, il y avait ce type de problème qui se pose jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. On a été rejoint par M. Ramadan Hamlet, analyste politique, colonel à la retraite. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Sir Ramadan Hamlet, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Sir Ramadan. Bonsoir Nasser, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers le Maghrébien. Merci beaucoup, Ramadan Hamlet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ramadan Hamlet, vous êtes expert sécuritaire aussi, analyste politique. Comment vous voyez les choses en ce moment, surtout concernant la géopolitique dans le monde, mais aussi ce qui concerne l'Algérie, Ramadan Hamlet, quand on entend par exemple les déclarations de M. Nikolai Sergov, qui représentait le centre Primakov russe, dire que l'Algérie, en tant que pays central et stratégique en Afrique, peut jouer un rôle primordial dans la région, notamment au Sahel, en tant que médiateur pour trouver des solutions et résoudre des crises. Mais aussi qu'il dit que l'Algérie est un pays pivot et stratégique. Votre analyse de ces déclarations, M. Ramadan Hamlet? Écoutez, sur quelques points, je suis entièrement d'accord avec le spécialiste russe. Mais sur d'autres points, peut-être qu'on a des divergences. Et ça d'une part. D'autre part, on a beaucoup d'Algériens capables de faire une analyse objective aux capacités de l'Algérie, les capacités ressources naturelles. On a une ressource humaine très compétente, éparpillée à travers le monde, à laquelle on pouvait faire appel pour des analyses, pour des consultations, et pourquoi pas trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes de la société algérienne, aux problèmes économiques de l'Algérie, aux problèmes politiques et géopolitiques de l'Algérie. L'Algérie, certes, elle occupe une position géostratégique très très importante et par là, on peut dire que l'Algérie, géographiquement et géostratégiquement, est un pays pivot. Mais est-ce que la question qui se pose, est-ce qu'on a profité de cette position que le bon Dieu nous a donnée pour résoudre tous nos problèmes et pour aussi devenir un pays productif, pour créer de la richesse, profiter de cette position géostratégique telle que ont profité les Singapouriens, une cité-État de 622 km²,
ils n'ont aucune ressource naturelle, même l'eau potable est importée par voie de canalisation de la Malaisie, mais c'est une puissance économique, c'est le deuxième port conteneur à travers le monde après Shanghai. Ils ont profité de cette position géostratégique de ce petit pays et ils ont réussi à développer leur pays. Il y a de la productivité, il y a de l'innovation, il y a de tout. 80% des hydrocarbures chinois passent par le détroit de Malacca, je pense, c'est ça, qui est entre... c'est Singapour qui profite des rentes de ce détroit. Donc, ils ont essayé d'encourager l'investissement et on trouve toutes les sociétés, les grandes sociétés internationales représentées à Singapour. Même Sonatrach a un bureau à caractère commercial dans ce petit pays. Donc, vous voyez, quand on profite d'une position géostratégique ou géopolitique, géographique, on peut développer. L'Algérie, c'est la charnière entre la rive sud et l'Afrique et la rive nord de la Méditerranée. L'Algérie, si on a pensé à construire des voies routières vers le sud et des voies ferroviaires vers le sud, je pense que pas mal de marchandises transitera par l'Algérie et pour aller en profondeur vers l'Afrique. On n'a pas réalisé ceci, donc qui paye, c'est nous. On n'a pas pensé aussi à construire des grandes infrastructures portières qui peuvent rentrer beaucoup d'argent. Imaginez les cargos qui traversent la Méditerranée, la majorité sont obligés d'aller vers le nord pour le refueling et repartir vers le sud pour traverser le Gibraltar. Si on avait construit, nous, 3 grands ports, un à l'est, un au centre et un à l'ouest, ces bateaux transiteront obligatoirement par ces infrastructures aéroportières importantes. C'est le chemin le plus court, ça fait gagner beaucoup de temps, mais malheureusement, nos ports ne sont pas... ils ne sont pas d'une grande capacité qui peuvent accueillir des grands cargos et avec un nombre important. Donc maintenant, si on parle d'un pays pivot géographiquement ou stratégiquement ou géostratégique, oui, je suis entièrement d'accord. Mais sur le plan économique, sur le plan innovation, production et tout ça, on est loin, on est vraiment loin de qualifier l'Algérie comme étant un pays pivot sur, comme j'ai cité le titre, j'ai cité Singapour comme exemple, il faut y aller chercher sur Singapour comment elle s'est développée. Et c'est un pays qui a eu son indépendance, je pense, en 1965. Donc c'est un pays plus jeune que l'Algérie. Et sur le plan superficie, c'est pratiquement la wilaya d'Alger. Donc vous voyez, si on veut, il y a aussi ce petit pays qui a vraiment intégré la mondialisation. Il a incarné cette idée, ce projet, je dirais, mondial, et ils ont réussi. Contrairement à nous, on n'a pas encore, on essaie de décoller, mais on n'a pas encore décollé. Très bien. Ramadan Hamlat, quand on entend les responsables algériens parler de la diplomatie, le retour de la diplomatie algérienne, et la comparer aussi du temps de Boumediene, Rabbi Yarhamou, on va écouter ces déclarations d'Al-Majid Tebboune juste dans ce petit passage et je reviens à mes invités juste après. الجزائر صوتها مرفوع وصوتها مسموع في كل المحافل الدولية، كل المحافل الدولية. السياسة الخارجية نتاعنا احنا ندافع بشراسة على مبادئ سياسية نتاعنا تاع ثورتنا ومبادئ وقيم تاع البشرية.
نبني عليها البشرية. Donc ça c'était Majid Tebboune. يعني Ramadan Hamlat, quand on entend le chef de l'État dire que la voix de l'Algérie est respectée, est écoutée, la diplomatie algérienne est de retour, alors qu'on est en train de constater depuis l'avènement de la nouvelle Algérie, il y a un recul, si on peut dire, terrible, diplomatique, des crises un peu partout, presque avec tout le monde, même les pays du Sahel, comme le pays du Mali et Niger, ne respectent plus donc les accords qu'il y a entre ces pays-là et l'Algérie. Votre réaction par rapport à la situation que nous vivons diplomatiquement, mais aussi pourquoi l'Algérie n'a pas pu donc mettre en évidence tous ces atouts dont vous avez mentionné, Ramadan Hamlat. Moi, sur le plan diplomatique, je dirais que l'Algérie était plus forte durant la guerre de libération sur le plan diplomatique qu'aujourd'hui. Allô? Oui, on vous entend, vous écoute. Donc, durant la guerre de libération, sur le plan diplomatique, on était plus puissant. On a même vaincu la France. Les grands de la révolution algérienne ont réussi d'inscrire sur le tableau de l'ONU la question algérienne en 1958, je pense. Et après l'indépendance, on a gagné. On a gagné sur le plan surtout, on a gagné sur le plan puissance. On est sorti d'une guerre vainqueur, donc on a acquis une puissance morale. Et le monde entier respectait l'Algérie. On avait une place importante dans toutes les rassemblements, je dirais, qui étaient à l'époque à travers le monde. Sans oublier que l'Algérie a présidé comment s'appelle ça, on avait notre place au sein de l'ONU, on avait notre place au sein de l'Union africaine. Donc, on avait vraiment une position. Les pays non alignés, je pense que vous voulez dire, Hamlet, non? Les pays non alignés, je parlais de ça. Boumediene a présidé ce rassemblement, je dirais, politique et économique à l'époque. Donc, on avait vraiment une place. On a acquis une place sur la scène internationale. Ensuite, on a traversé une période très difficile, mi-80, 90. C'est vrai, la situation que traversait l'Algérie durant les années 90, on a reculé un petit peu sur le plan diplomatique. Mais quand on voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de problèmes, avec pas mal de pays, de problèmes de relations internationales, relations inter-États, relations diplomatiques, et ainsi de suite. Donc là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit les représentants diplomatiques qui sont dans ces pays sont incompétents de contenir les problèmes et essayer de trouver les solutions sur place pour que le problème entre les États ne soit pas, ne dérape pas. Quand on voit qu'un petit pays comme le Mali, que je respecte beaucoup, c'est un pays frère, c'est un pays voisin, qui a infligé une punition diplomatique parce que quand on appelle son ambassadeur ou quand on convoque l'ambassadeur d'un pays qui est au Mali, c'est une sanction diplomatique du deuxième ordre. Donc quand on voit le Mali qui convoque notre ambassadeur, quand on voit le Mali qui essaye de couper tout contact avec le pouvoir algérien en annulant carrément les accords de 91, pour moi c'est une rupture entre l'Algérie et le Mali, parce que cet accord était, je dirais, un lien fort entre l'Algérie et le Mali. Donc on a eu des problèmes avec l'Espagne,
notre ambassadeur est resté pratiquement une année en Algérie. Ensuite, il est retourné en Espagne. L'ambassadeur d'Algérie en France aussi a été rappelé. Il est resté en Algérie durant presque une année. Donc, et sans parler des Émirats arabes unis, d'autres pays arabes et non arabes avec lesquels l'Arabie saoudite aussi, Ramadan Hamlat, qui a pris la décision donc dans ses communications officielles internes, donc de parler de la marocanité, du Sahara, donc et si on peut dire, c'est une gifle aussi au pouvoir algérien. Oui, je sais, ça c'est clair. C'est la décision qui a été prise par l'Arabie saoudite, c'est pour dire d'une manière indirecte que je ne sais pas, qu'on n'est plus d'accord avec vous, la relation entre nous deux n'est plus la même qu'avant, donc on a le droit de changer notre position et on choisit le pays avec lequel on est en très bon terme. Donc c'est à peu près le message politique que les Saoudiens voulaient passer. Mais tout ça... la question qui reste posée, pourquoi on n'arrive pas à contenir ces litiges, ces petits problèmes diplomatiques qui existent entre l'Algérie et certains pays du monde occidental et arabe? Moi, je pense que c'est l'incompétence des représentants diplomatiques de l'Algérie dans ces pays. Parce qu'un ambassadeur est là pour comprendre d'abord le problème qui existe entre les deux États. Ensuite, il essaye de négocier avec l'État là où il est pour essayer de trouver des solutions possibles et sortir de la crise le plus rapidement possible. On sait très bien que les ambassadeurs, c'est pas eux qui prennent les décisions, si on peut dire, les orientations diplomatiques. Est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a pas de vision diplomatique? Une semaine on est avec ce pays, on dit que c'est un pays frère, la semaine d'après on est des ennemis. Il n'y a pas de vision politique par rapport au changement qu'il y a dans le monde. La diplomatie a changé, on est resté avec les mécanismes des années 70, des années 80. On parle beaucoup plus de l'ère de Boumedienne que l'ère que nous vivons. Écoutez, sauf la diplomatie, une définition simple. C'est quoi la diplomatie? C'est l'art de négocier. Fen at-tafawut, c'est l'art de négocier. Maintenant, si tu as des gens compétents, des gens capables à convaincre, à négocier, là, on peut résoudre nos problèmes sur place. On peut contenir les problèmes. On peut éviter un dérapement diplomatique. Mais si vous avez quelqu'un qui maîtrise même pas la langue du pays hôte, comment voulez-vous qu'il arrive à négocier avec ses interlocuteurs? Ça d'une part. D'autre part, un diplomate, quand il part dans un pays, il faut qu'il connaisse ce pays de fond en comble, sauf tout ce qui est adat, taqalid, loura, kaza, يعرفهم مليح. Quand il négocie avec son interlocuteur, il peut se mettre à sa place. Donc là, on peut. Sinon, un diplomate, c'est un passeport diplomatique pour lui faciliter l'accès ou le déplacement dans n'importe quel pays au monde. Là, ce n'est plus un diplomate, mais c'est un affairiste, c'est un opportuniste. Vous voyez, à peu près, bon, à l'époque de Boumedienne, on a acquis une puissance morale. À l'époque, tous les pays du monde respectaient l'Algérie par rapport à ça, respectaient l'Algérie par rapport à la révolution, respectaient l'Algérie par rapport à ces grands révolutionnaires. Et il y a aussi la diplomatie qui marchait très très bien. Est-ce que maintenant l'Algérie est respectée, Ramadan Hamlat, très rapidement, est-ce que l'Algérie est respectée maintenant? Parfois je dis oui, parfois je dis non. Pourquoi? Parce que quand on trouve un petit pays comme le Mali,
qui a manqué de respect à l'Algérie, l'Algérie qui a beaucoup aidé le Mali. Depuis l'indépendance à ce jour, on a des milliers de Maliens qui vivent d'une manière illégale chez nous, des aides alimentaires, des aides financières, des aides énormes que l'Algérie a données à ce pays, et grâce à l'Algérie que le Mali a connu une certaine stabilité depuis 1991 à ce jour. Tout ça a été balayé. Toute cette page a été tournée par la gente qui est actuellement au pouvoir au Mali. Mais eux, ils disent que c'est la faute de l'Algérie. Ils font des déclarations incendiaires contre l'Algérie et des déclarations politiques émanant du système actuel au Mali. Donc là, je pense que les Maliens nous ont manqué de respect. Merci beaucoup, Ramadan Hamlad. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc d'intervenir dans cette émission. Ramadan Hamlad, analyste politique, colonel à la retraite. Vous étiez avec nous depuis Alger. Nazim Taleb, je reviens à vous. Désolé. Si on revient un peu sur les dernières déclarations donc de Al-Majid Tebboune, lui qui avait donc déclaré que l'Algérie Qouwa Dhariba est une force de frappe. On l'écoute et je reviens à vous juste après. يأمنش بالقدرات تاع بلادها، يأمنوا بالقدرات تاع الغير. هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية، باللي قوة تجيب السلام في المنطقة، باللي قوة جابت توازنات في المنطقة. دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا، قال لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها، ستارت اب، ميكرو انتربريز ولا غيرها. C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر وسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين ركعا. هانا كبرنا هكا. Nazim Taleb, je vous laisse réagir en tous les cas avec ces anciennes déclarations d'Al-Majid Tebboune, cette force de frappe, Qouwa Dhariba, l'Algérie, d'après lui, bien sûr. Tfadal, c'est Nazim. Bon, juste remarque, Nasser, je ne sais pas combien elle dure l'émission, mais j'aimerais vraiment que la parole soit donnée équitablement parce que j'ai l'impression quand même que j'ai attendu longtemps avant de prendre la parole. Donc, moi, désolé, je sais que ce n'est pas intentionnel de votre part, mais. Voilà. Désolé, Nazim, c'est vrai qu'il a fait une intervention à Ramadan Hamlad et. En tous les cas, non, mais bon, je sais que vous ne l'avez pas fait intentionnellement, mais je le dis amicalement, mais voilà, pour éviter de laisser les invités attendre trop longtemps, même si ce que disait M. Hamlet est tout à fait logique et j'y adhère pour une bonne partie. Bon, encore une fois, soyons un peu sérieux. Tebboune lui-même ne croit pas en l'Algérie. Comment un président, quand il est malade, il va en Allemagne pour se soigner et il vous dit il faut croire en Algérie. Lui-même ne croit pas en Algérie. Parce que s'il croyait en Algérie, il ne va pas se soigner dans un pays étranger. Et ça a été le cas pour Bouteflika qui se soignait au Val-de-Grâce. Et rappelez-vous, il a été ministre, premier ministre même de Bouteflika. Bon, c'est la même chose. Zellet Lissen, mais qui est plus ou moins réaliste. Regardez, soyons sérieux. Un pays ne peut pas être Qouwa Dhariba, comme il le dit, s'il ne produit pas ses propres armes, s'il ne produit pas sa propre nourriture, s'il ne produit pas, et il ne garde pas surtout la matière grise. Quand il y a des Algériens par milliers qui ont été formés aux universités algériennes, bien que mal, même si on connaît la qualité des universités algériennes, on laisse partir ces qualités-là.
quand on n'a aucune industrie, si ce n'est le pétrole et le gaz depuis l'indépendance, quand on a un pays, un État où la moitié, je ne sais pas combien, 30 ou 40 générales sont en prison, comment voulez-vous être un partenaire crédible et avoir un rôle pivot quand vous n'avez même pas un État qui est viable, qui est normal? Il n'y a pas un pays, vous connaissez, vous, un pays où il y a 30 ou 40 généraux qui sont en prison, pour certains qui ont été torturés? Comment vous pouvez être un pays fort quand vous n'avez pas une société civile? Comment vous pouvez être fort quand vous n'avez pas une liberté de la presse où la critique elle est permise? Comment vous pouvez être fort quand c'est le militaire qui décide de tout en Algérie? Et on voit les résultats. Coup d'État en Afrique, Burkina Faso, Niger, Mali. Et on connaît très bien les coups d'État. C'est une régression, c'est une récession économique à chaque fois. Et bien sûr, à chaque fois, vous avez des interventions étrangères des Émirats arabes unis, de la Turquie, de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Et pendant ce temps-là, l'Algérie, au lieu de reconfigurer sa politique, sa gouvernance, au lieu que le militaire prenne sa place et que le civil prenne sa place pour redevenir une puissance telle qu'elle doit l'être, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui ce problème. Le problème de l'Algérie, c'est dans les années 80 et surtout quand les années 90, quand toutes les ressources de l'État, les forces de coercition de l'État ont été tournées vers le peuple. C'est à ce moment-là que l'Algérie a perdu son rôle diplomatique. Quand vous tuez votre propre population, quand les armes que vous achetez sont tournées vers votre propre population, c'est là où la diplomatie, elle disparaît pour se concentrer sur deux thématiques principales, à savoir l'Irhab, c'est toujours la même chose, et Sahara al-Gharbia. C'est ça la politique algérienne. ولكن نازم هما راهم يقولوا يعني ils sont en train de dire consolidation du front interne, يعني la cohésion nationale, ils sont en train d'appeler à consolider le front intérieur. Le front intérieur, comment vous voulez le consolider? Quand vous critiquez, vous allez en prison. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous avez un front à l'intérieur du pays? Il n'y a pas de front. Les Algériens ne croient plus dans ce régime et ils l'ont montré en 2019. Ce régime, il est encore pire qu'avant. On est toujours dans un régime hyper militarisé. Il y a eu un doublement depuis 2 ans du budget de l'armement algérien. Quand vous avez l'Iran qui est boycotté de toutes parts, qui arrive quand même à avoir des prouesses militaires, l'Algérie ne produit pas une balle. Un missile n'est pas produit par l'Algérie. Comment vous pouvez prétendre à de la puissance si vous n'arrivez même pas à produire votre propre armement? C'est un échec total et surtout, c'est un échec militaire parce que l'armée algérienne, à ce jour, importe 99% de ses besoins militaires de l'étranger, particulièrement de la Russie. Et malgré ça, malgré que notre premier importateur, premier fournisseur d'armes est russe, eh ben, il s'est quand même allié à l'Émirat arabe uni au niveau du Sahel. C'est-à-dire encore une gifle pour l'Algérie. C'est une gifle historique pour l'Algérie que la Russie a donnée à l'Algérie. C'est-à-dire ils se sont alliés aux Émirats arabes unis pour faire un coup d'État au Mali et regardez maintenant que les accords de 2015 ont été balayés. Monsieur Hamlet, il dit que les Maliens ont trahi l'Algérie. Non, rappelez-vous que l'Algérie, c'est elle qui a permis le bombardement du Mali par les avions français. Donc, c'est eux qui ont facilité aussi le groupe de Wagner. Et en 2021, quand ils étaient en bisbille avec l'Azawad, ils ont ramené la force de Wagner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refait. Encore une fois, il n'y a pas de cohérence. Ils ont invité l'Azawad à Alger sans les autres. Donc, ça a créé une crise diplomatique. Rappelez-vous, il y a eu le rappel des ambassadeurs de part et d'autre. Et voilà, il n'y a pas de cohérence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un État. Très bien. On a une mafia avec des clans. Je vais donner juste le mot Jamal Ghessoumi, je reviens à vous parce qu'on me dit qu'on me presse. Le temps de l'émission est terminé. Désolé si je n'ai pas été équitable par rapport donc, au partage du temps. Très rapidement, Jamal Ghessoumi. Très rapidement, 2 minutes 30. Alors, quelques points. pas 2 minutes 30, fadal.
Alors vous savez, en France, il y a de cela, dans les années 80, j'étais encore jeune, mais je m'en souviens très bien, il y avait une publicité qui passait à la télévision qui disait « Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées ». Eh bien, en Algérie, on a du pétrole, mais on n'a pas d'idées. Ensuite, M. Hamlat a dit que le Mali a manqué de respect à l'Algérie. Non, c'est exactement le contraire. C'est l'Algérie qui a manqué de respect en recevant une personne qui fait partie, pour les autorités officielles, de séparatistes. Et le Premier ministre malien, je crois, c'était un colonel, avait dit qu'aurait pensé l'Algérie si on avait reçu le représentant de l'organisation terroriste MAC à Alger. Et ils avaient tout à fait raison. Ensuite, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que monsieur... j'ai oublié votre nom, désolé. C'est pas par manque de respect. Nazim Taleb. Nazim Taleb, voilà. Dit que l'Algérie a autorisé le Mali, la France a frappé le Mali. Non, il a autorisé des couloirs aériens, mais il n'a jamais donné une autorisation. Il faudrait donner des informations précises. J'aimerais terminer par dire que lorsque M. Nazim Taleb parle que les armes ont été tournées pour le peuple, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il se plaint qu'il y a eu plus de 40 généraux qui sont incarcérés, je comprends bien qu'il s'en plaint. Je comprends bien, comprendra qui veut. Et je terminerai par dire une chose, c'est que lorsque M. Nazim Taleb, en tout respect bien sûr, dit qu'il faut que les militaires soient à leur place et les civils qui soient à leur place, je sais très bien à quoi il va en venir. Et c'est la raison principale pour laquelle, de mon point de vue, Daoula Madaniya ou Machi Askariya, non, je le dis, je le répète, Daoula Askariya ou Machi Madaniya, sinon on partirait en l'air comme la Libye, comme le Yémen et comme bon nombre de pays. Merci, Jamal Ksou. Par contre, là, je voudrais terminer, c'est que je suis opposé au second mandat de M. Tebboune s'il se présente pour des questions politiques existentielles. Donc, je me battrai pour qu'il ne soit pas réélu dans la mesure du possible, ce qui ne m'empêche pas à côté de dresser un constat objectif. Merci, Jamal Ksou. Très rapidement, Nazim Taleb, le mot de la fin. Bon, je ne vais pas répondre à M. Ksou parce qu'apparemment, il croit que le problème, c'est moi, mais je crois qu'il rate complètement le coche. Nous, on parle de l'Algérie, de l'avenir de l'Algérie, de sa position géostratégique, et lui, il m'apostrophe sur des déclarations, il dit n'importe quoi. Il n'a qu'à entendre Fabius quand il a dit lui-même que l'Algérie nous a permis de survoler son espace aérien pour mener l'opération, je me rappelle plus, non, c'était pas, je me rappelle plus l'opération, comment ils l'ont appelée, la France. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabius. Donc, si vous avez quelque chose à dire, allez le dire à Fabius, mais je crois pas que vous aurez jamais le courage de le faire. Donc, moi, je parle de l'Algérie. Si vous voulez parler de Nazim Taleb tout le temps, ça c'est votre problème. Encore une fois, si vous aimez tant le régime militaire, vous n'êtes vraiment pas dans le bon pays, M. Gssoum. Merci beaucoup à mes invités. Atekoum Saha, désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. J'aimerais vous avoir aussi dans d'autres émissions face à face. Atekoum Saha, Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci, cher Nazim. Merci aussi à Jamal Ksou, président du Parti Rassemblement des Algériens de France. Merci à Ramadan Hamlat, analyste politique colonel à la retraite. Merci, chers téléspectateurs. Atekoum Saha, bqaw ala khair.